Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1. Les Proto-Khmers, au pays des KOUYS. Commandant Ballet. Avec le CDT Ballet, nous allons étudier plus particulièrement les Proto-Khmers, à travers une de ces ethnies dont on ne parle pour ainsi dire pas, et qui sont inconnues des touristes, les KOUYS. Dans le cadre de la coopération militaire, le CDT Ballet, originaire du Jura, a été envoyé au Cambodge pour l'instruction à l'école des élèves officiers khmers, 1958 à 1960. Lors des manœuvres effectuées sur le terrain, les élèves officiers d'actifs de la 15e promotion ont cherché à résoudre, en courant dans la forêt au nord de Kompong Thom au mois de février 1960, les origines des populations locales, les Kui. Il en a fait un récit approfondi. Ceux-ci habitent entre Kompong Thom et les monts Dangrek au nord du Cambodge. Le paysage est composé d'une forêt claire, traversée par la rivière principale, le Tung Sen. Le peu d'habitants, l'abondance et la variété des paysages font de cette région un paradis des chasseurs. Les éléphants, les tigres, les cerfs, les gores, etc., trouvent là les immenses espaces qu'ils aiment loin de l'hostilité des hommes. Le tigre reste pour les habitants un animal terrifiant dont ils invoquent le maître, le génie Takol. Origine. Descendants certains d'une population ancienne et très étendue, sont-ils les survivants lointains des populations premières qui occupaient le Cambodge avant l'arrivée des Khmers et qui auraient fui dans la forêt lors de leur invasion au 1er siècle de l'ère chrétienne, comme les Porces, Pierce dans les Cardamom et les Moy dans la chaîne anamitique, et qui depuis s'y seraient cristallisés? Leur nom de Kui, qui veut dire homme, c'est-à-dire homme libre, jamais asservi, peut en être la preuve. Étaient-ils eux-mêmes avant cet exode, des originaires ou des étrangers venus d'Indonésie? L'histoire ne nous révèle pas leurs secrets et les habitants, même les plus vieux, ignorent tout de leur passé. L'étude a été faite sur plusieurs villages. On peut remarquer que sauf le regroupement de hameaux isolés, dans leur ensemble, les villages mentionnés sur les cartes existent toujours. Ceci laisse supposer un accroissement lent de la population qui ignore l'émigration et demeure attachée à son village natal. Niveau de vie. Si la misère est encore partout présente, la modernisation générale de l'habitat, un habillement meilleur semble montrer une existence améliorée. Le riz est assez abondant pour nourrir les familles, mais sans plus. L'élevage apporte un adjuvant. Est aisé, celui qui possède une charrette avec 2 paires de bœufs. Si la pauvreté totale est rare, la vraie prospérité l'est aussi. La langue. La langue khmer est le véhicule commun à tous les villages, mais les Kui ont conservé leur dialecte propre. Le costume. Les hommes. Le costume actuel est celui des Khmers, mais son adaptation est récente. Jadis, les hommes portaient une écharpe enroulée autour des reins, le reste du corps étant nu. De nos jours, les hommes portent ou le short ou le pantalon, si le buste reste nu pour le travail, la veste est mise pour les cérémonies. Chefs de village et les évolués portent au repos le sarong. Les petits garçons ont les cheveux rasés. Plus âgés, ils portent le toupet rabattu vers l'avant. À l'âge adulte, les cheveux sont en brosse. Les très vieux portent quelquefois les cheveux longs vers l'arrière. Moustaches et barbes, aux poils peu nombreux et courts, se rencontrent fréquemment. Le port des amulettes n'est pas visible, mais les enfants mâles portent à leur naissance autour du cou un cordon prophylactique, avec ou sans objet, pièces d'argent. On trouve aussi, aux pieds ou aux bras parfois, un bracelet à grelots. Les femmes. Elles n'ont conservé qu'exceptionnellement la jupe courte. Il n'est pas rare de les rencontrer à la pêche, torse nu, la jupe retroussée à la manière d'un culotton, laissant les cuisses découvertes. À l'extérieur, elles portent une chemisette, mais elles ne portent jamais la chemise cambodgienne. À l'intérieur, au travail, elles ont la poitrine nue et masquent au passage des étrangers leurs seins avec une écharpe, l'accessoire indispensable de tous les instants. Les petites filles ont le plus souvent les cheveux rasés, puis portent une mèche large rabattue vers l'arrière. À 13 ans, les cheveux sont lisses vers la nuque. Dans beaucoup de villages, les vieilles femmes ont encore les oreilles trouées, mais pas aussi largement que les femmes moy. Quelques femmes très vieilles portent dans le trou du lobe un petit disque en bois. Quelques jeunes filles y mettent les jours de fête une fleur, mais la forme générale est un clou de diamètre assez considérable, en argent, le même que l'on retrouve au cardamome.
Les événements importants de la vie. La naissance. Lorsque l'accouchement est proche, le mari ou les parents font une offrande au génie pour assurer la vie de la femme et de l'enfant. L'accouchement se fait à la maison par une sage-femme ou parfois par une sorcière. Le magicien récite des prières autour de la maison. Il met des fils de coton interdisant au génie ou au spectre de venir gêner la femme. Après l'accouchement, du feu est fait pendant 3 jours et 3 nuits sous la chambre de l'accouchée pour la réchauffer, elle et son enfant. Une petite fête s'ensuit. Un verre d'eau est versé sur la tête de l'enfant, on lui met des fils de coton autour du cou, des mains et des pieds. Son nom lui est donné par la sage-femme. Des baguettes d'encens sont brûlées pour sa prospérité. Premier âge. Les enfants sont allaités par la mère jusque vers 10 mois. L'allaitement est parfois prolongé jusqu'à la naissance d'un autre enfant. L'enfant couche dans une écharpe suspendue au bois de la paillote. Les enfants vivent nus jusqu'à un âge avancé. Ils restent avec leurs parents, les accompagnent dans les travaux domestiques et champêtres. Adolescence. La coupe des cheveux, à la puberté, donne quelquefois l'occasion d'une petite cérémonie. Les jeunes gens suivent l'école à la pagode, quand il y en a une. Mariage. Si les jeunes gens et les jeunes filles sont séparés par la nature des travaux et les habitudes, les occasions ne manquent pas de se fréquenter en cachette. La cérémonie de mariage semble ne se faire que lorsqu'il y a accord des jeunes gens. Le jeune homme en parle à ses parents, un vieux fait alors le lien entre les deux familles, et l'accord intervient. La cérémonie a lieu le soir, en présence des bonzes, des offrandes sont faites aux génies et aux ancêtres. Les vieux assurent la partie officielle du mariage, et en seront les témoins. Puis il y a musique et danse de jeunes filles avec écharpe rouge. Le jeune marié s'installe alors chez ses beaux-parents et y reste jusqu'au 2e ou 3e enfant. Il a alors assez travaillé pour pouvoir s'installer dans une maison à lui. La mort. Les cérémonies qui entourent les morts ont été profondément marquées par le bouddhisme. Les morts sont enterrés ou incinérés. Tous ceux qui meurent naturellement, vieillesse, maladies communes, sont incinérés. Ceux qui meurent jeunes ou d'épidémie sont enterrés. Il en est de même pour les pauvres, qui faute d'argent enterrent les leurs en attendant d'avoir assez d'argent pour payer la cérémonie d'incinération. Alimentation. La nourriture est à base de riz cuit à l'eau. Elle est complétée par un poisson sec, praok, quelquefois de la viande de porc, de poulet et de bœuf. À la saison des pluies, les pousses de bambou, les papayes, les liserons d'eau, les bourgeons de certains arbres, les concombres, les poissons frais complètent le menu. On mange assis autour d'une natte sur laquelle sont placées les marmites. On mange avec les doigts. L'eau sert de boisson. Le vin de palme et l'alcool sont bu à l'occasion des fêtes. Marmites en cuivre et en terre, louches en noix de coco, baguettes en bambou constituent l'essentiel des ustensiles de cuisine. La vie du village. C'est l'homme qui dirige le foyer. La femme préside à la vie intérieure de la maison, l'homme s'occupe plus spécialement de l'extérieur. Le village est constitué par un ensemble de familles vivant sur elles-mêmes, mais liées le plus souvent par le sang. Ils forment une entité, ayant sa vie. Son isolement relatif fait que les familles vivent les unes avec les autres, s'aidant réciproquement dès qu'une catastrophe s'appesantit sur l'une d'elles. Croyances et traditions. Bouddhisme. L'introduction du bouddhisme dans ces régions doit être très ancienne et a dû suivre les voies khmères, dont on retrouve encore largement les traces à travers la forêt claire. Les anciennes croyances. Mais si les habitants ont été profondément marqués par les croyances du Bouddha, ils ont conservé bien vivante au cœur de leur forêt, la tradition des cultes anciens. Les habitants semblent reconnaître 3 génies essentiellement hiérarchisés. Neak Tachasrok, génie protecteur des villages et des hommes. Neak Tayap, génie de la forêt. Neak Takawel, génie protecteur des animaux. À côté d'eux se trouvent les génies locaux particuliers à tel village, telle forêt, telle montagne. Les génies de la nature. Les montagnes qui dominent de leur hauteur les tapis horizontaux de forêt claire, toujours redoutables avec leurs bois épais et touffus, refuge préféré des bêtes sauvages, dangereuses pour l'homme, sont le repère des génies. Les rivières, elles aussi, peuvent être peuplées de génies très malfaisants. Avant d'aller pêcher au Stungsen, les pêcheurs offrent sur la berge de la rivière, au pied d'un banyan, de l'alcool, des poulets, des cochons. Les génies du village.
Chaque village a son génie. Celui-ci porte le nom du village, mais ils peuvent porter des noms différents, par exemple, Akrar c'est le Neakt Akrar ou Hachi c'est le Neakt Hachasrok. Le génie protecteur a son lieu de culte. C'est toujours à l'extérieur du village, le plus souvent assez loin, en lisière ou à l'intérieur de la forêt. Là, sous un auvent couvert de ABOW en général et à 2 étages, dans une clairière aménagée, se trouve une représentation du génie. Quelquefois c'est une pierre unique, vaguement sculptée avec une forme humaine. Le plus souvent ce sont 2 pierres sans sculpture et plus généralement encore 2 bois sculptés, principe mâle et femelle du génie. Un culte solennel est rendu au génie une fois l'an, en janvier ou février. C'est la fête de la montée des génies, le Lung Neakta. La cérémonie commence par le sacrifice d'un bœuf, dont la tête est exposée sur un autel à 2 étages, face au Neakta. La viande étalée sur la plateforme du Neakta est partagée entre tous, puis grillée et mangée. On demande au génie d'apporter la pluie, d'assurer la prospérité du village et d'écarter les maladies. Chacun dépose autour du Neakta des petits paniers avec du riz. Culte totémique. La plus originale des croyances des peuples Kui est la survivance des Arak. Dans les villages qui ont gardé les coutumes à l'état pur, il existe des familles Arak, mot traduit par les interprètes khmers par les sorciers. Mais ce mot définit mal la chose. Chaque famille Arak est en relation avec un génie particulier. Ces génies ne sont pas à confondre avec le ou les génies protecteurs du village. À l'intérieur des familles Arak, la liaison avec le génie se fait par une seule personne désignée par l'esprit lui-même, au cours d'une cérémonie spéciale. La sorcière alors connue, c'est elle qui dans la famille Arak assurera les liens avec l'esprit. C'est en général une femme. C'est lorsque la maladie s'abat sur les villages que les Arak prennent toute leur importance, surtout si la maladie paraît résulter d'une offense au génie. L'intervention des Arak semble différente selon les villages. Si la guérison s'ensuit, une fête est organisée pour remercier les génies. Les Arak devaient intervenir jadis dans de multiples occasions de la vie familiale, mais ces rôles disparaissent peu à peu. Musique. Les instruments de musique sont très rares dans les villages. En dehors des tam-tams des pagodes, on trouve essentiellement un tambourin recouvert de peau de serpent et dont les parois sont en bois, un violon à 2 cordes dont la caisse de résonance est constituée par un cylindre de bambou. L'homme et le pays. Le village. Suivant la configuration du sol, le village constitue le centre ou le côté de la clairière de rizière que l'homme a taillée dans la forêt. De loin il apparaît comme une oasis de verdure avec ses hauts cocotiers et ses touffes d'arbres qui forment un premier plan aux hauteurs bleutées, qui barrent l'horizon. Une vague haie d'épineux, de cactus ou de bambous délimite l'aire du village. La maison du chef de village, souvent plus importante, plus vaste, plus moderne, se trouve à un endroit quelconque du village. Le génie qui veille à la protection des habitants a toujours son Neakta à l'extérieur du village, et en général à l'orée du bois. Les villages sont stables. Les Kui ne connaissent plus le nomadisme de l'habitat des Moy et des Pirs des Cardamom. Les villages constituent des agglomérations qui comptent de 50 à 100 maisons. La maison. La vie domestique est centrée sur le village construit à côté des champs. Ici pas besoin d'une maison de campagne pour la saison des cultures. Un simple abri suffit pour se protéger des rayons du soleil. La maison est le lieu de vie de la famille, le foyer. Elle est aussi grenier, accessoirement étable. La maison, une paillote sur pilotis, à l'allure générale des pauvres maisons cambodgiennes. La maison est le plus souvent fermée par des nattes sur toutes les parois. Seule la porte, plus ou moins large, la fait communiquer avec l'extérieur. Le choix des matériaux peut contribuer à donner à la maison son allure caractéristique. Le type classique a le toit en chaume et les parois en lattes de bambou tressées. Dans certaines zones, la fibre de latanier constitue le matériau essentiel. Au sud, les grandes herbes de la forêt sont tressées en paillasson et déroulées sur le toit. Les Kui ignorent le mobilier. Quelques outils et paniers sont accrochés aux parois de la maison. La cuisine se fait à l'extérieur. Dans la chambre sont pendus les rares effets. Hommes et femmes couchent les uns à côté des autres sur des nattes déroulées. Sous la maison sont rangés les instruments encombrants, pilons, mortiers, charrues et herses. L'éclairage est fait aux torches de résine, accrochées aux parois de la maison.
Photo CDT balai. Maison Kui. Le travail agricole. La terre. La terre est au royaume, mais les habitants en ont la libre disposition par accord des habitants entre eux. La terre est prise sur la forêt dans les zones déprimées et riches en terre. Elle est d'abord un rais, puis elle est transformée en rizière classique. La zone cultivée par le village est limitée en lisière de la forêt claire par une clôture en bambou, afin d'éviter que les bêtes sauvages pénètrent sur les champs. Le riz. 2 jours avant les labours, en mai ou juin, une cérémonie au génie est organisée par le chef de famille avant la tombée de la nuit. La technique agricole est semblable à celle des Khmers. Labourage à la charrue de bois avec 2 bêtes, herçage à la herse en bois. Le riz est semé après avoir trempé 10 jours dans l'eau, pour faciliter la germination. La moisson est faite à la faucille par les femmes en décembre. Le coton. À côté du riz, les habitants cultivent le coton et un peu de maïs. L'élevage, la pêche, la chasse. L'élevage constitue une forme d'activité rurale importante. Presque toutes les familles ont au moins 2 bêtes, les plus riches en ont jusqu'à 10. Certaines familles élèvent des porcs et des poules. La petite pêche est pratiquée par tous à la fin de la saison des pluies, dans la rizière, les mares. Nasses et filets sont les engins de pêche les plus répandus. Le poisson est mangé frais, séché au soleil ou fumé. La chasse est une activité très secondaire. On chasse à l'arbalète ou au fusil local. Artisanat. Vannerie, tissage, poterie. La fabrication des paniers à eau, tressés de fibres de bambou et imprégnés d'un enduit imperméable, décorés ou non de perles rouges, est une caractéristique de la région du Nord. Le coton local fournit la fibre nécessaire au tissage, son travail est réservé aux femmes. Chaque maison prépare son fil, puis tissage sur un métier qui est le plus souvent installé sous la maison. Pour la poterie, les marmites nécessaires à la cuisine sont fabriquées par les femmes. La terre jaune est trouvée près des rivières. La potière, s'appuyant sur un fond de panier, édifie son pot par adjonction successive d'argile. Le pot est entièrement fait à la main, sans modèle. Extraction des minerais. Le fer, l'or, les pierres de jet. L'exploitation du fer, jadis importante, a disparu. Des gisements d'or importants sont activement exploités. La production atteindrait déjà 1000 kilos par an. Il existerait une carrière où seraient exploités en tranchées zircon et jet. Organisation administrative. Autrefois. Le passé des Kui est mal connu. Il semble, selon les dires des habitants, que comme aujourd'hui, chaque village ou groupe de villages menait sa propre vie. Le village devait désigner son chef, dont le nom est resté dans les mémoires, le Shumtup, choisi parmi les familles riches et d'après sa force dans l'art de combattre, car les querelles entre villages devaient exister. Aujourd'hui, l'affermissement de l'autorité royale, à la fin du XIXe siècle, a introduit dans ces régions l'organisation administrative du Cambodge. Le cadre de base reste celui du village et du canton. Il est assisté de 2 remplaçants éventuels. Il reste sous l'autorité administrative du Shep, qui dépend du chef de province à Kompong Thom. L'enseignement se réduit à quelques rares écoles primaires, et est complété par des écoles bouddhiques. Les parents enseignent les habitudes de toujours à leurs enfants dès la naissance. Ils ignorent l'éducation et ses bienfaits. Au dire des élèves, 99% seraient illettrés. Ils ne veulent pas voir s'éloigner leurs enfants. Il n'existe aucune infirmerie, aucun docteur dans la région. Les pistes sont entretenues par les militaires, et bénévolement par les habitants. Pays immense, à population très faible, dispersé, sans centre important, difficile d'accès. C'est un pays sous-administré. Quelques autres ethnies de la région. Les Pirs qui résident dans la montagne des Cardamom au sud-ouest du Cambodge sont divisés en sous-groupes. Marie-Alexandrine Martin les appelle les Khmers des hommes, les Khmers de l'origine. Lors d'un séjour au Cambodge, l'auteur est allé à la rencontre d'autres ethnies dans la province de Ratanakiri. Les Keungs, les Jarets, les Stiang, les Phnom, les Brous, etc. Mon séjour a été trop bref pour une étude détaillée de ces ethnies. Je n'ai fait que remarquer les formes des maisons ou le travail artisanal des habitants ou une coutume.
Des branchages en travers de la route nous signifiaient qu'il était interdit d'aller plus loin sans enfreindre la coutume locale, mariage, décès. 10. La maison des garçons est construite sur de longs pilotis, et celle des filles au ras du sol. Un homme fabriquant un instrument en bambou. Chapitre 2. Les Khmers. Si avec le CDT Ballet et son étude des montagnards ou Khmer nous avons étudié les proto-Khmers, Henri Mouo nous fait découvrir les Khmers. Ceux-ci sont la population principale du Cambodge. Ils forment un peuple rendu homogène par la communauté de coutumes, par une langue particulière et un long passé d'histoire. Animistes à l'origine puis brahmanistes, ils ont adopté le bouddhisme. Ils ont une monarchie traditionnelle qui descend de l'ancien et vaste empire khmer. Nous avons étudié l'origine dans le premier chapitre. Ils apportèrent une civilisation propre caractérisée par la culture de rizières irriguées, la domestication du bœuf, l'usage des métaux, l'habileté à la navigation, et par une société matriarcale. N'oublions pas qu'ils débordent les frontières politiques en 2005. Il y aurait 2 millions de Khmers en Thaïlande et environ plusieurs millions de Khmers au Vietnam, que l'on appelle des Khmers Krom. Les Khmers apparaissent dans l'histoire au XIe siècle, lorsque se crée le royaume Khmer qui rassemble le Chenla de terre et le Chenla d'eau. On ignore si c'est le retour des inondations du delta ou simplement la proximité des carrières des monts Dan grecs, qui poussèrent les premiers Khmers à transporter leur capitale près de Siem Reap par eau Luo. Les Khmers. Tandis que la civilisation chinoise se propageait le long de la côte par une conquête militaire, la civilisation indienne pénétrait par osmose dans la péninsule malaise, en Indonésie et en Indochine du Sud et de l'Ouest. La civilisation indienne a ainsi profondément imprégné le peuple cambodgien. Elle lui a conféré son originalité. Le Cambodgien khmer présente un type physique particulier. De taille moyenne, solidement charpenté, il a le teint plus foncé que le vietnamien, mais ses yeux ne sont pas bridés et ses traits sont sans finesse, c'est un robuste campagnard avec de la roublardise et une certaine astuce. Il est affable, gai, hospitalier mais insouciant et imprévoyant. Foncièrement respectueux de l'autorité, bien qu'il n'ait guère eu à s'en louer au cours des siècles, il songe rarement à se révolter. Profondément marqué par le bouddhisme qui donne à l'individu et à sa famille un sens moral très développé, il est enclin par la recherche même du nirvana, anéantissement suprême, à se détourner de l'action. Les jeunes font 2 séjours à la pagode en tant que bonzes. Le Cambodgien est essentiellement un cultivateur. Il s'adonne également à la pêche qui fournit une partie appréciable de son alimentation. C'est ce peuple qui a fait l'apogée du Cambodge du temps d'Angkor, que l'on va découvrir avec Henri Mouo. Henri Mouo. Henri Mouo est né à Montbéliard le 16 mai 1826, fils d'un employé du Trésor. Dès 18 ans, enseignant le français à Saint-Pétersbourg, il parcourt la Russie des tsars. En 1856, il va en Angleterre, y épouse la petite nièce de Mungo Park, le plus illustre explorateur britannique de l'époque, et réside à Jersey. Là, il se livre à la passion des sciences naturelles. À la lecture d'un livre sur le Siam, il ébauche le projet d'une expédition. Faute de trouver de l'argent en France, il s'adresse à la Royal Geographical Society de Londres qui lui accorde une mission non financée. Il engage la fortune familiale et part en avril 1858 pour Bangkok, puis au Siam, au Cambodge et il meurt, au Laos, des suites des fièvres, devant Luang Prabang le 10 novembre 1861. Il part comme naturaliste et non comme explorateur. C'est au Cambodge qu'il découvre avec stupéfaction les ruines d'Angkor, endormies sous l'épaisse végétation tropicale. Fasciné par la beauté de cette ville peuplée de secrets et de légendes, il envoie à la revue Le Tour du Monde de la Royal Geographical Society de Londres ses impressions. Celle-ci publie en 1863 le récit intégral de sa découverte, enflammant les lecteurs avides d'exotisme. La Bibliothèque Rose publiera aussi ses descriptions. Il sera considéré comme le découvreur officiel d'Angkor, même si ce n'est pas lui qui a découvert Angkor. Lui ne prétend pas être le premier à découvrir Angkor. Il mentionne au contraire ses devanciers et cite le père Bouillevaux auquel il exprime sa gratitude. Nous avons des récits plus anciens qui en font foi. Le chinois Cheu Taquan qui dès 1296, époque de Marco Polo, visite Angkor. Il écrira à son retour les mémoires sur les coutumes du Cambodge,
ouvrage dans lequel il décrira la vie dans cette ville murée, Angkor Thom, avec ses coutumes et ses fastes, ou la description du portugais Diogo do Couto, par la suite vers 1585 à 1588, qui parle d'une ville dont on avait perdu même le souvenir, où les gens du roi battant la brousse donnèrent sur des constructions importantes envahies à l'intérieur par une brousse exubérante. Puis les récits de missionnaires français non publiés. Monseigneur Palegois dans son livre Description du royaume Thaï ou Siam écrit en 1854, même s'il n'est pas allé jusqu'aux ruines, signale « C'est près des rivages de ce lac que sont situées les ruines merveilleuses d'Angkor Wat », d'un travail si surprenant que les Cambodgiens n'en parlent jamais sans dire que c'est l'ouvrage des anges et non pas des hommes. Signalons aussi celui du père Bouillevaux, écrit un peu avant lui. Des 2 jours passés à Angkor, il ramène un court récit publié en 1858, enjolivé par la suite, Voyage en Indochine 1848 à 1856. L'Annam et le Cambodge. Trouvant lui aussi ces temples grandioses, il note en plus la différence entre un temple bouddhique et une église et signale, à côté des statues du Bouddha, d'autres divinités indiennes, preuve qu'en bon missionnaire il connaît quelque peu les différents panthéons des gentils. S'il se rend à Angkor, c'est parce que c'est là qu'il faut aller pour apprécier la richesse et la civilisation de l'ancien royaume du Cambodge. Cet ouvrage n'eut que peu de succès car incomplet et non illustré. C'est le récit d'Henri Mouot qui vraiment a fait sensation, parce qu'il s'efforce de décrire ce qu'il y a vu et senti, et dans le seul espoir de contribuer à enrichir d'un nouveau champ le terrain de la science et faire bouger le gouvernement français. Quelques années plus tard, le gouvernement français, suite aux interventions des premiers explorateurs, souvent militaires, créera l'École française d'Extrême-Orient, EFEO, en 1878 pour sauvegarder ses ruines. C'est pourquoi on l'appelle le découvreur d'Angkor, même si c'est faux. D'ailleurs il le reconnaît puisqu'il dit « Avant d'aller plus loin, toutefois, nous sentons le besoin d'exprimer ici notre gratitude envers le digne missionnaire de Battambang. Monsieur l'abbé Sylvestre, qui avec une complaisance sans borne et une ardeur infatigable, a daigné nous accompagner depuis sa résidence, nous guider partout au milieu des épaisses forêts qui couvrent une partie des ruines, et auxquelles nous devons d'avoir pu recueillir bon nombre de matériaux dans l'espace de temps assez court. » Le Taprome. État des ruines d'Angkor lors de la visite d'Henri Mouot. Tous les temples étaient dans cet état. C'est par la suite, avec l'École française d'Extrême-Orient, que la restauration a commencé, sauf pour un temple qui volontairement est resté tel quel. C'est le Taprome. Ah! Que n'ai-je été doué de la plume d'un Chateaubriand ou d'un Lamartine, ou d'un pinceau d'un Claude Lorrain, pour faire connaître aux amis des arts combien sont belles et grandioses ces ruines peut-être incomparables, seul vestige d'un peuple qui n'apostrophait plus. Malgré ses regrets, il réussit à émouvoir le monde occidental par ses récits. Un travail de géant. L'expression certainement serait juste si on l'employait au figuré pour parler de ces travaux prodigieux dont la vue seule peut donner une juste idée, et dans lesquels la patience, la force et le génie de l'homme semblent s'être surpassés, afin de confondre l'imagination et laisser des preuves de leur puissance aux générations futures. En effet, peut-on s'imaginer tout ce que l'art architectural a peut-être jamais édifié de plus beau, transporté dans la profondeur de ces forêts, dans un des pays les plus reculés du monde, sauvage, inconnu, désert, où les traces des animaux sauvages ont effacé celles de l'homme, où ne retentissent guère que le rugissement des tigres, le cri rauque des éléphants et le brame des cerfs. À la vue de ce temple, Angkor Wat, l'esprit se sent écrasé, l'imagination surpassée. On regarde, on admire, et saisi de respect, on reste silencieux. Car où trouver des paroles pour louer une œuvre architecturale qui n'a peut-être jamais eu son équivalent sur le globe? Qui nous dira le nom de ce Michel-Ange de l'Orient qui a conçu une pareille œuvre, en a coordonné toutes les parties avec l'art le plus admirable, en a surveillé l'exécution de la base au fait, harmonisant l'infini et la variété des détails avec la grandeur de l'ensemble et qui, non content encore, a semblé chercher partout des difficultés pour avoir la gloire de les surmonter et de confondre l'entendement des générations à venir. Lorsqu'au soleil couchant, mon ami et moi, nous parcourions lentement la superbe chaussée qui joint la colonnade au temple, ou qu'assis en face du superbe monument principal, nous considérions sans nous lasser jamais ni de les voir ni d'en parler ces glorieux restes d'une civilisation qui n'est plus, nous éprouvions au plus haut degré cette sorte de vénération, de saint respect que l'on ressent auprès des hommes de grand génie ou en présence de leur création.
Que n'aurais-je pas donné pour pouvoir évoquer alors une des ombres de ceux qui reposent sous cette terre, et écouter l'histoire de leur longue ère de paix suivie sans doute de longs malheurs. C'est d'Angkor Wat que parle Henry Mouot. Continuant sa route, il décrira le temple du mont Bakeng puis Angkor Thom. On ne peut pas mieux décrire l'impression des visiteurs de ces temples, même encore maintenant. Voici une autre description d'Angkor faite par Madame Remac Petitot, géologue à l'université de Phnom Penh en 1959. C'est à quelques kilomètres de la petite ville de Siem Reap, que dans l'ombre et le silence de la grande forêt tropicale, se situe la ville morte d'Angkor, ancienne capitale de l'Empire Khmer, édifiée entre le IXe et le XIIIe siècle, avec ses portes monumentales et ses temples fabuleux, témoins d'une civilisation parmi les plus prestigieuses du monde. La première fois que nous nous y sommes rendus, après avoir laissé derrière nous l'ensemble de Roluo, l'ancienne capitale du IXe siècle, je me souviens de l'intense émotion qui nous saisit alors, mon mari et moi, quand tout à coup, sur une borne de la route, nous avons lu ces mots fabuleux. Encore 8 kilomètres. Nous approchions en effet du site grandiose choisi par les rois Khmer dès la fin du IXe siècle. Et un peu plus tard, après notre arrivée à Siem Reap, quel émerveillement quand soudain, au détour de la route qui conduit aux ruines, nous apparut la première vision d'Angkor Wat. Tour gigantesque qui se dresse majestueusement à l'horizon, surmontant un ensemble imposant. En y arrivant, tout nous apparut démesuré. La chaussée cyclopéenne de 200 mètres, ornée de lions et de nagas de pierre, qui franchit les douves et conduit à la première enceinte aux tours tronquées. À la suite, la deuxième chaussée de 350 mètres, dallée de grès comme la première et qui conduit au temple lui-même. Ce dernier, d'une harmonie parfaite, nous laisse éblouis, avec ses 3 étages ceinturés de galeries et ornés de 5 tours dont la tour centrale de 65 mètres. C'est le sanctuaire du dieu Vishnu auquel ce temple est dédié, édifié dans la première moitié du XIIe siècle par le roi Suryavarman II. On y accède par 4 escaliers vertigineux. On reste sans voix et rempli d'admiration devant une telle prouesse architecturale, mais aussi devant les célèbres bas-reliefs gravés tout au long des galeries, ainsi que les éléments décoratifs multiples qui ornent piliers, fenêtres, murs et frontons, en une débauche sculpturale d'une richesse inouïe. C'est ce qu'a si bien décrit Louis de Laporte dans son livre paru en 1880 et intitulé « Voyage au Cambodge ». Nous n'oublierons jamais cette nuit de fête où, dans ce cadre grandiose illuminé, nous avons assisté aux danses du ballet royal. Là, sous le feu des projecteurs, les petites danseuses revêtues de leurs somptueux costumes et coiffées de la tiare interprétaient au rythme lent de la chorégraphie khmer les scènes du Ramayana, celles-là même que nous avions pu admirer fixées dans les bas-reliefs du temps. Notre émerveillement n'a pas cessé quand le lendemain, dépassant Angkor Wat à 1,5 km de là, après avoir remarqué le Phnom Bakeng perché sur sa petite colline et le temple de Bakse Changkrang, ce chef-d'œuvre de proportion, nous arrivons devant la cité d'Angkor Thom, œuvre du grand roi Jayavarman VII à la fin du XIIe siècle. Son entrée monumentale de 23 mètres de haut, surmontée de 3 tours ornées chacune des 4 visages de Bouddha, est précédée d'une allée somptueuse. De part et d'autre 54 géants de pierre maintiennent sur leurs genoux le corps du serpent Naga aux 7 têtes, ce qui exprime une des symboliques de l'hindouisme, le barattage de la mer de lait pour fabriquer la liqueur de l'immortalité et d'où naissent les apsaras, symbolique déjà évoquée à Angkor Wat en une merveilleuse fresque. Ces géants représentent d'un côté les démons à l'aspect terrifiant, de l'autre les dieux au visage grave et serein. Pénétrant dans la ville d'Angkor Thom, au centre, un gigantesque jaillissement de pierre, c'est le fameux temple du Bayon, temple montagne le plus étrange et fantastique des monuments d'Angkor, avec ses 54 tours aux 4 visages de Bouddha à qui ce temple est dédié, la tour centrale de 45 mètres est le sanctuaire du dieu-roi. Ici encore, des frontons et piliers sculptés de nombreuses apsaras, ainsi que des centaines de mètres de galeries couvertes de bas-reliefs qui racontent batailles, défilés d'armées, cérémonies et scènes de la vie quotidienne d'alors. Ce qui est extraordinaire dans ce temple, c'est l'atmosphère envoûtante créée par ces faces colossales, qui surgissent de plus en plus nombreuses au fur et à mesure que l'on s'élève dans les étages, avec leur regard énigmatique et leur sourire mystique, le fameux sourire du Bayon. Et y retourner comme nous l'avons fait par une nuit de lune, donne l'impression d'être vraiment dans un autre monde, un monde irréel. Puis vient la grande place de la cité, bordée d'ouvrages somptueux. Le temple du Baphion, la terrasse des éléphants sculptée de ces animaux grandeur nature,
celle du roi lépreux ornée de fines sculptures de divinités, terrasses du haut desquelles on imagine le roi et sa cour assistant au cortège, procession ou défilé d'armées qui se déroulait sur cette immense place. Une telle richesse architecturale et un tel déploiement sculptural ne peuvent être que le fruit d'une très haute civilisation de ce peuple, celle dont l'un de ses plus grands rois, Jayavarman VII, a fait graver dans la pierre ce texte éloquent. C'est la douleur de leur sujet qui fait la douleur des rois, non leur propre douleur. Nous sommes revenus bien sûr plusieurs fois à Angkor, y découvrant toujours d'autres merveilles de cet art khmer incomparable parmi les quelques 50 monuments disséminés dans la forêt angkorienne et pour un certain nombre, restaurés par les différents conservateurs de l'école française d'Extrême-Orient qui y ont consacré leur talent et leur vie. Lors d'un de nos passages, nous avons tenu à saluer l'un des premiers d'entre eux, Henri Marshall, et à lui exprimer notre profonde admiration. C'est lui qui, entre autres, a magnifiquement restauré le temple des femmes à Banteay Srey, ce joyau de grès rose. Contexte historique avant et pendant le royaume d'Angkor. Après ces descriptions enthousiastes d'Angkor, il est utile d'aborder et de situer ces monuments dans leur aspect historique, celui de l'Empire angkorin. Dynastie du Funan, de aux environs de 545 AP. J.C. L'histoire des Khmers commence dans le Funan. C'était une grande puissance d'Asie du Sud-Est jusqu'au milieu du 5e siècle, puissance commerciale et navale qui établit des relations diplomatiques avec la Chine et l'Inde. Ce royaume occupera en gros l'emplacement du Cambodge méridional et du Sud-Vietnam actuel, ex-Cochinchine. Son influence s'étendra progressivement au Siam, à la Malaisie, et même vers Java et la Birmanie, Myanmar. L'art hindou pénétra au royaume du Funan où il fut assimilé. C'est dans le creuset funanais que se fondirent éléments indigènes et apports indiens, pour former une civilisation originale dont les Khmers hériteront et qu'ils porteront à son apogée. Le nom du royaume du Cambodge doit être recherché au Chen-La ou Funan septentrional. Les religions indiennes, de l'hindouisme au bouddhisme, prospérèrent parmi les indigènes, proto-khmers, qui firent une synthèse de leurs croyances. Mais sous l'influence indienne, ce fut la personne royale qui connut la plus remarquable évolution. Lutte entre le Funan et le Tchenla, vers 545 à 627 AP. J.C. En même temps se développait un autre royaume indianisé situé plus au nord, sur le moyen bassin du Mékong. Ses habitants Mon Khmer étaient différents du fond primitif du Funan. Cette dualité durera longtemps entre le Funan et le Chen-La. C'est après de nombreuses luttes que l'unité se formera. Localisation approximative du Funan et du Chen-La. L'existence du Funan occidental, sur le bas Ménam, est hypothétique. Extension des Khmers, en pointillé, à l'intérieur et hors de leurs frontières. Les zones hachurées indiquent une imbrication de Khmers avec des Laotiens, des Vietnamiens. 3 Tchenla unifié, 627 à la fin du 7e siècle. Ancêtre du Cambodge. Jayavarmani, 657 à 681, eut le souci de protéger les terres conquises par ses prédécesseurs. Il apporta des perfectionnements dans l'art de la guerre, notamment en introduisant la cavalerie et en inventant une méthode pour briser les charges d'éléphants. Sur le plan religieux, adepte de Siva, il persécuta le bouddhisme. Sa fille Jayadevi lui succédera à sa mort. 4 Scission entre le Tchenla d'eau et le Tchenla de terre, 8e siècle. Période de troubles politiques et de discorde civile. Division en 2 royaumes, le Chen-La de terre et le Chen-La d'eau. C'est celui-ci qui devint le Kampuchéa, puis le Cambodge actuel. Mais un malheur s'abattit sur le Chen-La d'eau. Ce fut l'invasion des pirates javanais qui furent sans pitié, brûlèrent les villes et tuèrent le roi, dont ils coupèrent la tête pour l'emmener à Java. Période à Ngkorienne, 9e au 15e siècle. Au 9e siècle, les rois khmers vont s'installer dans la plaine d'Angkor, probablement à cause des invasions venant de la mer et d'inondations catastrophiques qui bouleversèrent le réseau d'irrigation et dévastèrent les villes situées vers le delta du Mékong. Ils se retirèrent vers les terres plus hautes du Cambodge en suivant le cours du fleuve et le Tonlé Sap. C'est Jayavarman II, 802 à 850, souverain du Chen-La d'eau, qui a franchi le Cambodge de la suzeraineté de Java. Il fut le premier roi installé sur une colline, le Phnom Kulen, la montagne Siva,
situé au nord de son royaume qui s'étend à peu près sur le même territoire que le Cambodge moderne. Il confie le culte de Siva, le roi des dieux, à un brahmane et à sa descendance. Siva, l'énergie créatrice, était figurée fréquemment dans le culte hindouiste par un linga. Jayavarman et le brahmane firent serment d'employer la famille de celui-ci et sa descendance pour célébrer le culte du dieu-roi. Ce serment a été respecté à travers les siècles. Puis le roi descendit dans la plaine d'Angkor où il posa les bases de l'empire d'Angkor. Les rois se succédèrent et chacun marqua son empreinte en construisant des temples. Ils creusèrent des bassins, barrais, pour retenir l'eau afin d'irriguer les rizières. Jayavarman III, 854 à 877, son fils, eut un long règne paisible. Indravarman Ier, 877 à 889, neveu du précédent, installe sa capitale à Rolluo. À la splendeur angkorienne du Xe siècle. Yasovarman Ier, 889 à 910, fils du précédent. Il fonde Yasodharapura Angkor, égale la grande ville, la nouvelle capitale avec le temple de Phnom Bakeng en son centre. Harshavarman Ier, 910. 922, fils du précédent. Isanavarman II, 922 à 928, son frère, eut à faire face à la révolte de son oncle, le futur Jayavarman IV. Jayavarman IV, 928 à 942, et Harshavarman II, 942 à 944, son fils déplace la capitale à Kokher. Rajendravarman, 944 à 968, rentre à Angkor et restaure la capitale en l'embellissant. Il fit la guerre aux Champa comme ses prédécesseurs. Jayavarman V, 968-1001, son fils fut un roi tolérant et pieux. Le sivaïsme resta la religion de la cour, mais le bouddhisme fut officiellement protégé. B. La période angkorienne du XIe siècle. Suryavarman Ier, 1002 à 1050, usurpateur. Celui-ci combattit toute sa vie et porta sa suzeraineté jusqu'à Luang Prabang. Il fut le premier roi du Cambodge attaché au bouddhisme du grand véhicule. Udayadityavarman II, 1050 à 1066, son petit-neveu, fit creuser un immense bassin, le Barré occidental, qui répondait à des considérations religieuses et économiques pour faciliter l'irrigation des rizières. Harshavarman III, 1066 à 1080. Jayavarman VI usurpateur, 1080 à 1107. Dharanindravarman, 1107 à 1113, quitta le couvent bouddhiste où il comptait finir ses jours pour régner. Il gouverna avec prudence mais sa fin fut pénible. Il fut renversé et tué par son petit-neveu, qui devint. Suryavarman II, 1113 à 1150, fut un roi conquérant et fit plusieurs guerres contre le Champa, les Vietnamiens du Tonkin et les principautés thaïs du Haut-Ménam. Il fit reconnaître ses conquêtes par l'empereur de Chine, qui lui conféra de hautes dignités et qui échangea avec lui plusieurs ambassades. C'est le XIIe siècle, de l'âge classique de la perfection à celui des destructions. Yasovarman II, 1150 à 1165. Tribhuvanadityavarman, 1165 à 1177. Contexte historique, le royaume d'Angkor. Dès le XIIe siècle, de l'âge classique de la perfection à celui des destructions. Yasovarman II, 1150 à 1165. Tribhuvanadityavarman, 1165 à 1177. Jayavarman VII, 1181 à 1220. Le victorieux, qui construira le Bayon, apparut comme un sauveur après le pillage d'Angkor par les Shams. Il conduisit son pays au plus haut sommet de l'impérialisme, rayonnant des côtes de la mer de Chine, du Champa à la Birmanie actuelle. II fut un grand roi bouddhiste, profondément religieux et administrateur qui apporta la prééminence du bouddhisme. Ce fut probablement celui que l'on appela le roi lépreux. Il fit construire à travers tout le Cambodge de nombreux hôpitaux placés sous l'invocation du Bouddha guérisseur, et d'innombrables pavillons de repos le long des routes. C'est pourquoi sur la stèle de Sefong il est inscrit « Il souffrait des maladies de ses sujets plus que des siennes, car c'est la douleur du peuple qui fait la douleur des rois et non leur propre douleur. » Apogée du royaume Khmer sous Jayavarman VII. La région comprise entre le Bas-Irrawaddy et le Ménam était également sous contrôle khmer. Son œuvre dominante fut la fondation du troisième Angkor. L'ancienne capitale saccagée par les Shams et de conception brahmaniste ne convenait plus à un roi dévot du Bouddha. Le plan devait rappeler celui de l'univers,
tel que le concevaient les bouddhistes. Au centre de la ville royale va se dresser un temple montagne, le Bayon, surmonté de tours à visage. Jayavarman VIII, 1243 à 1295, un des successeurs, imposa de nouveau le brahmanisme avec violence, brisant les statues bouddhiques, et eut à faire face à des ennemis nouveaux, les Mongols et les Thaïs. Indravarman III, 1295 à 1307. Ce roi suivant revint au bouddhisme, plus particulièrement au bouddhisme Theravada qui s'imposa comme religion officielle. La population aspirait à plus de douceur, à plus de facilité dans l'organisation politique et sociale. On préférait la doctrine de compassion et de paix du Bouddha à la métaphysique hindouiste réservée à une élite de prêtres et de guerriers. C'est ce courant religieux qui modèlera l'âme khmer et les structures sociales du pays jusqu'à nos jours, et la langue sanskrite céda la place à la langue pali. Indrayavarman, 1307 à 1327, mystique sivaïte, reprit la persécution contre les bouddhistes et encouragea la destruction des images du Bouddha. Jayavarman IX, 1327 à 1336, son fils, voulut agir comme lui, mais la réaction du peuple fut brutale. La tradition rapporte que le chef des jardins royaux, Shai, reçut du roi une lance pour le protéger contre les voleurs. Celui-ci, au cours d'une nuit, prenant le roi pour un voleur, le tua avec la lance. C'est ainsi que Shai fut élevé au pouvoir par les mandarins au lieu d'être puni, 1336 à 1340. À partir de ce roi, la monarchie perdra son caractère sacré et les rois ne seront plus des intermédiaires entre les hommes et le ciel. Le bouddhisme petit véhicule, Theravada, devint officiel et le culte du dieu-roi fut aboli définitivement. C'est le pali qui devint la langue sacrée. La lance qui tua le roi devint la lance sacrée de la nouvelle dynastie. Cette révolution religieuse et politique eut des conséquences économiques graves car les anciens rois avaient une politique de l'eau, pour l'inondation des rizières, qui apportait une prospérité agricole au peuple. À la suite de cette révolution, cette politique s'effondra. Cela provoqua une baisse de la production qui fut aggravée par les pertes humaines, suite aux guerres épuisantes avec les Siamois. Que était-ce que le Champa, cet ennemi si redouté ? Précédemment, on a beaucoup évoqué les nombreuses guerres des rois d'Angkor avec les Shams, habitants du Champa, et il est utile de connaître un peu mieux ce pays. Les Shams, de race malayo-polynésienne, s'étaient emparés au commencement de l'ère chrétienne, du littoral compris entre l'Annam et le cap Varela. Dès le IIe siècle, ils avaient constitué un État, le Champa. Cet État fut bientôt indianisé. Ces rois qui prétendaient descendre de Siva, lui firent adopter le culte et les coutumes brahmaniques. Resserrés sur la longue mais étroite bande côtière qui s'étend entre la chaîne anamitique et la mer, les Shams cherchèrent à étendre leur territoire vers le nord, le delta du Tonkin. Pendant plusieurs siècles leurs efforts de conquête furent vains. Les Vietnamiens les refoulèrent avant de conquérir tout leur territoire beaucoup plus tard. Repoussés par ceux-ci, les Shams se tournèrent vers le sud et se heurtèrent aux Cambodgiens. Ce fut une guerre de 100 ans entre les rois khmers d'Angkor et les Shams. Parfois c'étaient les Cambodgiens qui envahissaient et occupaient le Champa, parfois le contraire. Ces occupations alternées pouvaient durer 5 années. Par la suite, ils furent peu à peu dépouillés de leurs terres par les Vietnamiens et c'est au XVIIIe siècle que, refusant de s'anamitiser et de subir le joug des vainqueurs, ils partirent, les uns vers les mers du Sud pour se réfugier au nord de Sumatra, les autres vers le Cambodge où leurs descendants convertis à l'islam vivent aujourd'hui. Leurs descendants ne seraient que 150 000 dans le Vietnam actuel, les uns encore hindouistes, les autres convertis à l'islam. Vieille époque post-ANGKORIENNE. En 1432 le roi Pon-e-Ayat, 1432 à 1467, à la suite des guerres incessantes avec le Siam, prise d'Angkor vers 1431, où le Champa décida de quitter sa capitale pour la région du lieu-dit les Quatre Bras, à Kadomuk, qui est la Phnom Penh actuelle. Quelques années plus tard, la capitale sera transférée à Lovek avec Ang Chan pour roi, puis à Udon qui restera le centre du royaume jusqu'en 1867. Pourquoi un départ si rapide ? Il est intéressant de citer le roi Norodom Sihanouk sur une des raisons du déclin d'Angkor. Ce texte est extrait du fascicule La monarchie cambodgienne et la croisade royale pour l'indépendance. 20. Or notre histoire, telle qu'elle fut reconstituée,
après de patientes et savantes recherches par un Georges Coedes, ou simplement évoqué dans les satras de nos annales, nous apprend que le commencement de la fin de notre puissance se situe au milieu de la période angkorienne, pourtant la plus glorieuse et la moins critiquée. Toute médaille a son revers. Les conquêtes d'un Suryavarman II, d'un Jules César ou d'un Napoléon, en même temps qu'elles flattaient et flattent encore les sentiments patriotiques du peuple et portaient la nation au pinacle de l'histoire, recélaient en leur sein les germes d'un retournement de fortune catastrophique. Les campagnes et la politique d'occupation du grand roi Suryavarman II, fondateur d'Angkor Wat, chef d'œuvre de l'art khmer, de Banteay Samray, de Prapitou, Chaussay, etc., ressemblent d'ailleurs étrangement par leur allure générale à celle de Napoléon, empereur des Français. Dès qu'il eut ceint la couronne, Suryavarman II commença de harceler le Champa. En 1128, il conduit 20 000 hommes contre le Dai Viet, Annam, qui donnait asile à des bandes de Shams fuyant les poursuites de leur ennemi. Chassé du Nge accent aiguant par Li Kongben, il envoie l'automne suivant une flotte de plus de 700 vaisseaux piller les côtes du Tanoa. En 1145, il envahit le Champa, s'empare de Vijaya et se rend maître du royaume. Il proclama roi du Champa le prince Harideva, son beau-frère, mais le roi du Champa, Jaya Harivarman, marcha sur Vijaya, et dans la plaine de Maega battit et tua Harideva, consumma ce roi avec tous les Sénapatis, ministres, hauts dignitaires Shams et Cambodgiens, et les troupes Shams et Cambodgiens, ils périrent tous. C'était la fin. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.